Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Comme vous le savez, nous faisons un parcours avec un chercheur de premier plan dans son domaine. C'est une émission dévolue à la recherche. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le domaine du droit. Cher Si Zakaria Abou Dahab, bonjour. Bonjour, c'est Ali Ben Makhlouf, merci beaucoup. Très content de vous avoir ici avec nous aujourd'hui dans cette émission. Alors, vous êtes un juriste, un professeur de droit, ici dans la ville de Rabat où nous enregistrons cette émission. Le droit, il est omniprésent dans notre vie, on n'en a pas toujours conscience. Avant d'aller dans la spécialité qui est la vôtre, le droit public et les relations internationales, voyons un peu votre parcours pour plus incarner la personne Si Zakaria Abou Dahab. Vous avez fait vos scolarités ici au Maroc? Absolument, totalement au Maroc. Totalement au Maroc, Totalement au Maroc. c'est-à-dire scolaire et universitaire. Absolument, préscolaire d'abord, j'étais dans l'école des Oliviers, Notre-Dame, et c'est là où j'ai appris. À Rabat? C'était à Meknes. À Meknes, Voilà, d'accord. c'est à l'intérieur même de l'église. Et alors, Hmeria Meknes, c'est un peu la ville nouvelle. C'est Guiliz pour Marrakech, par exemple. Et mon père avait une boutique là-bas. Et j'avais encore 3 années où j'ai appris les lettres, etc. Ensuite, j'ai fait également une deuxième année de préscolaire, cette fois-ci dans ce que nous appelons, à l'époque, nous appelions Nadi. Et j'ai appris mes ablutions, je les ai apprises, par exemple, à ce niveau-là. Et c'était plus de l'arabe avec aussi un peu de français. Et après, je me suis retrouvé à l'école Amir Abdelkader d'ailleurs, qui s'appelait l'école Lafayette. On avait des instituteurs tirés à 4 épingles. Une école française? C'est une école marocaine en réalité, mais il y avait un équilibre impeccable, remarquable. Entre les deux disciplines. Absolument. Et je me souviens par exemple, Madame Hamziane, j'ai encore les souvenirs vivaces. Nous apprenions l'alphabet et à chaque fois, à chaque séance, elle accrochait une lettre au mur, donc A, B, C, jusqu'à la fin. Et le collège, c'était Moulay Hafid, collège Moulay Hafid à Meknes. À Meknes toujours, oui. Après le CM2, l'Alamina, qui s'appelait aussi le lycée Pouimero à Meknes, 3 années. Je me suis retrouvé après à Fès, au niveau de l'université Sidi Mohamed Abdillah. À l'époque, la licence se faisait en 4 ans. Première année du 3e cycle, certificat d'études supérieures en sciences politiques. Et je suis revenu à Rabat pour faire un diplôme aussi de finances publiques. Après, je me suis retrouvé en droit international et économique. Par extension, après le doctorat soutenu, le 2 mars en 2002, c'était les relations internationales, géopolitique, géoéconomie, ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Mais précisément, si on s'arrête à votre doctorat, il concerne l'agriculture marocaine dans ses rapports à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et à l'Organisation de la santé mondiale. Permettez-moi, si Ali Ben Makhlouf, d'abord de rendre un vibrant hommage à ma directrice de thèse, qui n'est autre que Madame Assia Ben Saleh Halawi, qui m'a accompagné durant des années. Et c'était suite à sa suggestion. À l'époque, je cherchais un encadrant pour mon diplôme de 3e cycle, devenu après doctorat national. Et puis hop, elle m'a proposé l'agriculture dans l'Uruguay. Je lui ai dit, illico presto, je suis preneur. L'agriculture pardon? L'agriculture dans l'Uruguay. Il faut préciser ce que c'est. Alors, l'Uruguay, c'est un cycle de négociation commerciale multilatérale qui a été lancé à Punta del Este, en Uruguay, de 1986 à 1993, le 14 décembre exactement. Et je tiens un peu dedans, puisque je terminais mes études de 3e cycle à l'époque. Les négociations battaient leur plein. Il y avait une guerre commerciale entre la CE à l'époque, devenue Union européenne, à partir de décembre 1993 avec le traité de Maastricht. Les États-Unis, il y avait le Japon, la Corée du Sud, il y avait le groupe de quels étaient les enjeux? Les enjeux, c'est d'abord la libéralisation des produits agricoles. Ils étaient très subventionnés, sinon trop subventionnés. Les prix aussi étaient élevés sur le plan de l'intérieur. Par exemple, pour l'Union européenne, c'était la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Les Américains voudraient absolument que cette politique soit démantelée et permette la vérité des prix, entre guillemets. Les pays producteurs qui ne subventionnaient pas leurs agricultures se plaignaient, disaient que nous sommes évincés des marchés mondiaux. Un pays comme le Maroc était un pays importateur net de produits alimentaires. Occasionnellement, il devient exportateur net en fonction de la pluviométrie. Et cet ensemble-là, qui m'avait demandé plus de 1000 pages de volume, j'ai accompagné pratiquement les négociations jusqu'à leur conclusion. C'était le projet Arthur Dunkel à l'époque. Et puis, il fallait installer et implémenter les accords
qui ne concerne pas seulement, et c'était d'ailleurs l'invitation de ma directrice, disait que Zakaria, il faut que tu vois non seulement d'un regard sectoriel, mais que tu prennes l'agriculture comme étant un secteur carrefour. Sécurité alimentaire, développement rural, les services, les questions industrielles. C'était énorme, propriété Ah intellectuelle, oui, mais etc. alors précisément, quel est le point de vue du juriste sur ce domaine de l'agriculture compte tenu de ces conventions internationales? Absolument. L'idée était la suivante. Il fallait élaborer un système contraignant d'engagement s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme auquel ont appelé beaucoup d'institutions, y compris la FAO, Food Agriculture Organization, y compris l'OCDE, etc. En disant que maintenant, il faut limiter les surproductions. On parlait des montagnes de beurre, on parlait des rivières de lait, parce que les subventions s'accordaient au niveau européen, par exemple, sans qu'il y ait respect des signaux du marché émis par les marchés preneurs. Donc il fallait d'abord faire signer les gros producteurs de produits agricoles des engagements spécifiques et contraignants, instaurer ce qu'on appelait à l'époque standstill, c'est-à-dire une clause de stabilisation, et faire du rollback, réduire les tarifs douaniers pour fluidifier un peu les flux internationaux. Deuxièmement, réduire les subventions internes et externes. Il y avait ce qu'on appelle la mesure globale de soutien. Si Ali, c'était d'une complexité déconcertante. Mais il fallait que le droit Oui, un peu circonscrive oui. les ambitions démesurées sur le plan commercial et sur le plan économique de gros producteurs pour instaurer une certaine paix, entre guillemets, commerciale qui commença d'abord par un accord conclu qui s'appelle Blair House en 92 entre les États-Unis et la CE à l'époque. Parce que quand on pense à l'OMC et à toutes les relations internationales, par moment, les spécialistes du droit international comme vous disent qu'il y a une fragmentation Oui, de ce droit international, absolument. c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement une convergence entre les différentes mesures. C'est toujours le cas? Très bonne remarque et question, je dirais, épistémologique. Le GATT a commencé par un accord en forme simplifiée, c'est-à-dire Le GATT, le GATT, c'est c'est-à-dire? General Agreement on Tariff and Trade, c'est un peu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, D'accord. qui a été créé, comme disait Jackson, un grand juriste américain, comme accident de l'histoire. Il devait normalement être un élément d'une organisation internationale du commerce qui n'a jamais vu le jour, qui devait être créé par la Et Charte de ça, la Havane. c'était quelles années? 47. Et le 30 octobre 1947, donc le GATT a été adopté par les principaux parties contractantes à l'époque, les 23. Plus C'était la tard, grande période du droit. Il y avait vraiment une grande marche du droit après la Seconde Guerre mondiale. absolument, le cataclysme et le mouvement de masse de création, de renforcement des institutions s'est fait en Oui. 45 et au-delà, évidemment, progressivement. Il a commencé tout simple, mais efficace. Progressivement, il y a eu une sorte d'effet boule de neige. Oui. Il s'est un peu grossi compte tenu des secteurs nouveaux et des nouveaux arrivants. Oui. Et par la suite, il fallait élargir le spectre. Les années 70, il y avait ce qu'on appelle le Tokyo Round, 73-79. Il a conclu sur un certain nombre de codes dits tarifaires et non tarifaires. Je simplifie les choses. À un moment donné, les juristes ont constaté qu'il y a véritablement une dispersion et qu'il fallait regrouper. C'est la raison d'être de la création de l'Organisation mondiale du commerce. Regrouper, c'est-à-dire rendre les choses plus convergentes. Plus convergente, et à introduire ce que nous appelions à l'époque la clause premièrement de mise en conformité des législations nationales avec le droit de l'OMC, et deuxièmement créer une réunification des codes dispersés sous la houlette de l'OMC qui devient le sommet de la pyramide, juridiquement parlant, si on peut parler du design institutionnel et normatif. Plus tard, ça a marché très très bien parce que les États-Unis étaient très intéressés par le développement d'un commerce multilatéral organisé, les années 90 de Bill Clinton, Oui. son premier mandat, deuxième mandat. L'affaissement s'est fait quand, en 2001 et au-delà, avec les attentats du 11 septembre, Oui. l'intérêt de la communauté internationale s'est déplacé de la question commerciale vers la lutte contre le terrorisme. Géopolitique. La géopolitique a pris le dessus. À un moment où la géoéconomie était considérée comme la nouvelle grammaire des Oui. relations internationales, Oui. pour reprendre ce que disait Luttwak et Oui. l'euro en France, Luttwak aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'affaissement, Oui. de fatigue. Oui. Il faut quelque part réorganiser. C'est ce que d'ailleurs la nouvelle directrice générale, Oui. je pense qu'elle est de nationalité nigériane, appelle de ses voeux, ainsi que les autres participants, y compris le La Maroc. nouvelle directrice de l'OMC. De l'OMC, D'accord. exactement. Parce que ce qui frappe sur le long cours, si on prend les 40 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'intégration économique par le marché mondial.
qui ne s'est pas véritablement accompagné d'une intégration politique au niveau du droit international. Et on peut espérer que le droit international puisse s'inspirer de cette intégration économique pour faire lui aussi son intégration politique. Mais ce n'est pas cela qui s'est produit. C'est super. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous tapez sur la bonne porte, sur la question épistémologique. On parle, d'ailleurs, c'est la première leçon de DIE, c'est la nature des normes. Ce sont des normes qui sont ondoyantes, changeantes, et on dit que le juge est allergique à la matière économique et que les opérateurs économiques veulent l'efficacité, la rapidité. D'ailleurs, S'affranchir des normes. s'affranchir des normes. Et qu'il n'y ait pas d'approche un peu sclérosée, lente, dans la mesure où le commerce international, c'est de money, c'est de l'argent. Donc nous avons par exemple de la marchandise dans les ports, il faut qu'elle soit débarquée, qu'elle soit nationalisée, que nous payions les taxes et qu'elle soit rendue au consommateur final. Alors que le droit politique, il suit un itinéraire plus lent, avec évidemment des mécanismes d'élaboration, respect de normes fondamentales comme la souveraineté. Vous savez, pour le droit international économique, la souveraineté, c'est un obstacle Oui. à l'enrichissement légitime. Ça veut dire que Parce que les souverainetés sont nationales et que l'OMC travaille au niveau mondial. Absolument. Ça veut dire qu'il faut que les États aient en tête l'idée selon laquelle l'intégration est porteuse d'enrichissement licite et légitime. Et par conséquent, il faut œuvrer pour la baisse substantielle des tarifs douaniers et assurer, par exemple, un accès minimal. Parce que l'idée, fondamentalement, c'est un paradigme. À la base, le droit international, d'après certains, trouve son origine dans le commerce international. Initialement, par exemple, je donne une norme qui est très connue, qui s'appelle la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire A donne un avantage à B, donc l'avantage doit être donné à C, D. C'est ce qu'on appelle la multilatéralisation des avantages bilatéraux. Malheureusement, nous avons constaté aussi parallèlement développement du bilatéral, c'est-à-dire les accords conclus entre deux États qui ne sont pas généralisés. Donc, ce qui fait cette fragmentation, elle est nuisible au système commercial multilatéral, sachant bien qu'il y a une réflexion sur les relations et la coordination entre le multilatéralisme comme étant une force globale et le régionalisme qui est aussi une force régionale. Est-ce que l'Afrique et le Maroc en particulier trouvent une voie pleine dans des organisations comme l'OMC? Absolument. Il y a eu même à un moment donné la candidature de Si Hassan Abou Ayoub dans le temps pour diriger l'organisation, qui lui-même était l'architecte de l'adhésion du Maroc, premièrement au GATT, c'était en 85, devenu membre à part entière en 1987. On était en plein ajustement structurel, il fallait refonder l'économie nationale et permettre au Maroc d'intégrer la mondialisation qui s'annonçait très forte. La mondialisation économique. La mondialisation économique, exactement. Ça veut dire l'équation est très simple. On prend le produit intérieur brut, on divise sur le commerce extérieur, c'est-à-dire les importations, les exportations, on obtient un pourcentage. Si ce pourcentage est élevé, ça veut dire que nous sommes très intégrés. S'il est faible, 2%, ça veut dire que, du point de vue du commerce international, le pays, en l'occurrence le Maroc, éventuellement, n'engrange pas des bénéfices à partir de son intégration, donc les ventes, etc. Ce qui fait que nous avons cru très tôt en les vertus du libre-échange. 89, nous avons subi le premier examen de politique commerciale. C'est un mécanisme rotatif qui, chaque échéance régulière, réunit les experts, évalue les politiques commerciales fiscales, industrielles, agricoles des États membres et encourage ces derniers à s'inscrire dans la démarche. Évidemment, il faut que je dise, parce que je suis quand même réaliste, que le Maroc doit encore faire beaucoup pour se décentrer de certains marchés traditionnels. C'est-à-dire, quels sont les marchés traditionnels? L'Europe de proximité, c'est à peu près 70%, sinon plus, de nos exportations. Et il devrait pluraliser les voies? Absolument. L'Asie, l'Afrique de façon générale, l'Amérique de façon générale, latine et du Nord. Et c'est la raison pour laquelle parfois... Quel serait le bénéfice pour lui de pluraliser ces voies-là? Augmenter d'abord les parts de marché de nos exportations au niveau de ces destinations, de ces marchés, c'est très important. En même temps, cultiver l'esprit des affaires. Je me souviens quand nous avons conclu l'accord de libre-échange avec les Américains en 2004, entré en vigueur en 2006, au départ, on se posait la question, quel est cet esprit? Parce qu'il y a la Food and Drug Administration aux États-Unis qui est très draconienne en termes de normes sanitaires, phytosanitaires, il fallait s'adapter. Maintenant, imaginons si par exemple on a des problèmes pour accéder au marché européen, pour des raisons ou autres.
il faut qu'il y ait des alternatives. Oui. Les alternatives sont les marchés alternatifs sur lesquels on peut expédier. Et autre chose importante, on peut développer les accords de libre-échange, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de notre balance commerciale. Oui. Donc, quand les importations dépassent et de loin les exportations, Oui. il y a quelque part un dysfonctionnement, il faut Alors, le corriger. quand on vous écoute, on croit avoir affaire à un économiste, mais finalement, c'est bien un juriste que vous êtes. Oui, Et vous êtes très lié à l'Observatoire marocain des stratégies. absolument. Est-ce que c'est un côté géopolitique, un côté juridique ou un côté économique? Il est vrai Observatoire que, national des absolument, stratégies. il y a cet observatoire que nous avions créé avec des collègues. L'idée, c'était plutôt une démarche citoyenne. Oui, C'est-à-dire organiser des ateliers. Je me souviens, le premier que j'ai animé portait sur la question de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire on considérait que, bon, c'est vrai que l'appellation est un peu à la mode, parfois illégale fondée, j'en suis conscient, mais l'idée c'était de s'approcher des participants et leur faciliter la digestion de guillemets de questions un peu ardues. d'accord. Euh, Pourquoi la C'est un lutte contre... travail pédagogique. C'est un travail pédagogique fondamentalement. Mais sur quel domaine des trois que j'ai signalés, juridique, économique, géopolitique, Fondamentalement, c'est du droit public et les relations internationales, relations fondamentalement, internationales? parce que ceux qui l'ont créé à l'époque font partie du département de droit public et de sciences politiques. D'accord, Évidemment, il y a parfois des questions, quand bien même d'apparence, elles sont économiques, mais au fond, elles sont aussi sociales, comme la question du TGV, par exemple, oui, lancée récemment par Sa Majesté au niveau de la tranche Casablanca-Marrakech. Donc, si par exemple on me demande aujourd'hui de présenter un exposé sur la dimension géoéconomique du TGV, oui, bah, les gens vont poser la question, mais quelle dimension géoéconomique? Moi, je leur dis tout simplement, ça renforce l'attractivité des territoires, oui. ça renforce la visibilité du Maroc, ça nous fait gagner des points en termes de compétitivité mondiale, Oui. et on cherche un peu les ponts entre la dimension interne Oui. et la dimension internationale. C'est cela, je pense, la vocation pédagogique de cet observatoire. D'accord. Et effectivement, on voit bien que les questions tout de même économiques ne sont jamais loin dès Oui. lors qu'on parle des relations internationales. D'où ma première question, est-ce que tout de même le droit, cette fois-ci international, ne souffre pas d'un déficit par rapport à tout ce qui se fait au niveau économique, internationalement parlant? Il Absolument, y a quand même, on a un l'impression déphasage. oui, un déphasage. J'ai travaillé sur un cas, et c'est Ben Mkhlouf, je veux le dire pour simplifier. La question du bœuf aux hormones, Oui, c'était une affaire de l'encéphalopathie. Je sais que vous aimez beaucoup ces expressions. L'encéphalopathie spongiforme bovine, oui, ça s'est posé entre les États-Unis et l'Union européenne, exact. sur éventuellement le caractère cancérigène de la consommation du bœuf traité par des hormones de croissance. Oui, Et à l'époque, il fallait démontrer ce qui suit. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la consommation et le cancer? Les Européens ont été incapables de fournir scientifiquement les preuves pour défendre le principe de précaution. oui, Qu'est-ce que ça veut dire le principe de précaution? Me permettre d'ériger des obstacles à l'importation si j'ai seulement le doute. oui, Alors que l'OMC, quand l'affaire a été déférée devant cette instance, évidemment les Américains défendaient leur production en la matière, avait considéré que les preuves juridiques fournies par l'Union européenne étaient insatisfaisantes et n'étaient pas en mesure de démontrer que l'Union européenne était véridique ou avait raison par rapport à ces allégations, d'où donc certains juristes, grands juristes d'ailleurs, oui, avaient conclu que le droit était en déphasage avec l'évolution de la science. Idem aujourd'hui par rapport aux technologies émergentes, l'intelligence artificielle, on peut parler du maïs transgénique, ce qui fait que les circuits par lesquels le droit passe pour être codifié, c'est un circuit qui est long. oui, Vous voyez, ça prend du temps, il y a oui, la dimension politique qui est là, les États sont réticents, alors que les entreprises prennent le train en marche et voudraient partir oui, à 180 à l'heure, ce qui fait qu'il y a une dialectique permanente, d'où d'ailleurs je retiens cette expression qui nous a été dite dans les premières leçons de DIE, c'est que c'est un droit de tension, c'est un droit cadre, un droit de tension, parce que quand les souverainetés oui. s'entrechoquent, Ah oui, parfois ça crée bien des sûr. conflits commerciaux. Justement, vous avez soulevé ces problèmes de santé par rapport à le bœuf et les maladies qu'il avait eues. Sont-elles transmissibles à l'homme et les cas avérés tout de même dans ce cas-là?
Vous vous êtes aussi intéressé aux pandémies en général Absolument, et de absolument. leur rapport précisément au droit international. Est-ce que vous vous y êtes intéressé du point de vue des vaccins, du point de vue de l'interconnexion entre les pays qui sont touchés par la pandémie? De quel point de vue le juriste que vous êtes a jeté son regard sur les pandémies? Le concept majeur, poteau indicateur, c'est la gouvernance globale et le déficit en la matière. Oui, Et nous avons remarqué que malheureusement, les articulations existantes, notamment du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation remarquable, qui a été créée en 1947. Elle a développé le concept de règlements sanitaires internationaux, tout ce qui est distanciation, protection, etc. Et j'avais cherché un peu sur la manière avec laquelle, tirant les leçons de la Covid-19, comment on peut davantage prévenir ces pandémies qui, initialement, sont des endémies, se développent oui, et, chemin faisant, occasionnent des dégâts incommensurables pour renforcer le maillage institutionnel. J'ai trouvé que finalement, nous sommes dans l'informel, pas dans l'illégal, dans l'informel dans le sens où des structures, entre guillemets, qui sont lâches, très légères. mm, Ça, c'était le premier poteau indicateur. Deuxièmement, c'est la question de la rapidité avec laquelle les menaces émergentes deviennent très inquiétantes pour des pays comme le Maroc, oui, d'où donc la nécessité, et c'était aussi un travail sur lequel je voulais creuser, lancer une sorte de nouvel ordre sanitaire africain, appelé de ses voeux par Sa Majesté le Roi, qui oui, d'ailleurs voudrait que le Maroc ait une autonomie stratégique, aussi oui, sanitaire, même en termes de fabrication. Et j'ai essayé un peu de prendre ces dimensions et de montrer que peut-être nous sommes dans un nouveau palier aujourd'hui, oui, surtout les années 20, parce que ça a été dit par beaucoup de prospectivistes, oui, que nous sommes dans l'ère de l'interdépendance renforcée et croissante. oui. Certes, si la mondialisation véhicule des bénéfices, enfin emmène des avantages, elle est Oui. aussi porteuse de risques majeurs et la leçon de la Covid était Ah pleine oui, de sens. parce que le continent africain produit 2% des vaccins dont il a besoin. Et donc, effectivement, prendre des initiatives pour la fabrication des vaccins dans les pays comme le Maroc devient une question d'urgence, d'autant plus que on s'est rendu compte avec les pandémies que on ne développe pas assez des modèles d'anticipation Absolument, et absolument. qu'on se base sur ce qui est d'arriver, mais il ne s'agit pas de prévoir l'imprévu, mais tout de même de développer des formes d'anticipation compte tenu précisément de ce qui s'est passé. Absolument. Il y a un concept qui est, en fait, c'est une contraction de deux mots. La globalisation, la localisation, c'est la glocalisation. Mm. Et d'ailleurs, Michel Crozier, le sociologue des organisations, l'avait proposé dans son livre Pensée globale, agir local. Pour nous aussi, la géopolitique, c'est at home, c'est de la géopolitique intérieure au local même, qui est connectée à la géopolitique mondiale. D'où donc la nécessité d'élaborer des tableaux de bord et des schèmes de pensée et en termes d'anticipation, parce que, comme disait Gabor, si on ne peut prédire l'avenir, au moins il faut le construire et donc l'anticiper. Oui, l'anticiper, c'est vrai. Euh, un troisième volet sur lequel on va terminer, qui fait partie de vos recherches, vous vous êtes intéressé aux 150 dernières années qui ont vu que le Maroc a subi une colonisation double, française et espagnole, dont les effets retentissent jusqu'à aujourd'hui via le Sahara marocain. Et donc, vous dites clairement que quand on parle du Sahara marocain, il faut toujours se reporter à ce qui s'est passé dans les années 1880, comment l'Espagne est arrivée sur ce territoire. Et le droit, justement, permet de comprendre sur le long cours les occupations de territoire. Absolument. Parce que je suis parti par rapport aux racines de ce conflit incompréhensible vu de l'extérieur. Parce que nous sommes dedans. Et en même temps, ce déficit, même, non pas d'information, mais de compréhension et de savoir historique accumulé. Et d'ailleurs, je peux citer le travail mené dans le cadre des archives royales, ainsi que par d'autres ethnologues, anthropologues marocains, historiens, etc. Et que c'est comme si l'histoire commence par rapport à la question du Sahara en 1965. Mm. Pourquoi 65? C'est la première résolution de l'Assemblée générale concernant ce dossier-là. Et c'était à l'époque l'Espagne qui ne voulait absolument pas rétrocéder l'ensemble du territoire. Il fallait attendre 69, c'est défini. Tarfaya, c'était en 58. La dimension historique, elle est très importante. Mm. Et d'ailleurs, mon approche, c'était utiliser certes le droit international,
le démystifier quelque part, parce qu'il y a des principes, oui, d'accord, qui sont là, proclamés par la Charte des Nations Unies, le principe de l'autodétermination, l'égalité souveraine, dès l'article 1er de la Charte de 45, de San Francisco, mais en même temps, montrer l'injustice, et même au niveau de l'ONU, parce que l'ONU n'est pas une organisation sacrée, à l'intérieur, il y a des humains qui fabriquent les normes et les résolutions, pour rappeler l'itinéraire historique du Maroc et progressivement rappeler une évidence, mais aussi quelque chose de fondamental, c'est que le Maroc est le premier pays à avoir demandé l'inclusion du Sahara dans le cadre de la 4e commission de l'ONU, c'est-à-dire la commission sur la décolonisation. Or, mes communications autour parce que j'en ai fait l'objet d'un livre, Oui, c'est de qui est rappeler ces sorti en évidences. 2024. Absolument, Oui, oui. 2024. Rappelez le titre peut-être. Alors, c'est l'affaire du Sahara marocain à l'épreuve du droit international et des réalités géopolitiques. C'est vrai qu'il y a eu une sorte d'épreuve à partir de laquelle il fallait démontrer que, certes, la revendication marocaine est légitime, mais comment, quand bien même le droit parfois peut sembler injuste, entre guillemets, on pourrait l'interpréter autrement. Et c'est là où on parle des principes généraux de droit, de l'équité, c'est fondamental, des circonstances spéciales, parce que le droit est malléable, même s'il a un fondement politique, mais au final, de dire que nous ne craignons pas l'autodétermination, au contraire, on a ce qu'on appelle l'autodétermination interne, on a développé les territoires, il y a les droits de l'homme, développement inclusif et durable, et on peut affronter qui de droit sur n'importe quel sujet, il n'y a pas de souci. Représentation des populations, nous avons des instances de représentation. Légitimité, le Maroc a une légitimité historique. La légalité ne nous fait pas peur, au contraire, le Maroc est dans la légalité. Et c'était d'ailleurs une approche, elle n'est pas du tout démagogique, elle est méthodique, elle est épistémologique, je suis parti de l'existant, la doctrine actuelle en termes de droit international, pour évidemment défendre la position marocaine. Et si vous me permettez, à chaque fois, je rappelle ce que disait Mohamed Charqaoui, grand sociologue quantitativiste, etc., qui disait dans son ouvrage Le Sahara, enjeux géostratégiques et liens sociaux, le Sahara sans le Maroc n'est que désert, l'histoire du Maroc sans le Sahara est incompréhensible. Oui. Il faut donc voir qu'il y a eu toujours des trajectoires historiques, les dynasties marocaines sont venues du sud, bien encore plus le Maroc historiquement était africain, il le restera, et le Sahara est marocain. On a commencé par votre intérêt, vraiment votre implication dans les questions d'agriculture et d'économie à l'échelle internationale. On finit par votre appel aux sociologues et aux historiens pour véritablement prendre à bras-le-corps toute cette question du Sahara marocain. On voit que vous naviguez entre les disciplines pour que, précisément, donner toute sa mesure à la complexité des phénomènes que vous analysez. Merci beaucoup. Avec merci plaisir. de Avec votre plaisir, passage dans cette émission. Et je dis aux téléspectatrices et aux téléspectateurs à une prochaine fois. Au revoir. Merci. Voilà.